Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une autre pathologie de l'hémostase qui touche la deuxième étape qui est la coagulation. Et on a principale pathologie qui est l'hémophilie. On fait un petit rappel sur la coagulation qui est la deuxième étape. Donc, après l'hémostase primaire, il y a la coagulation. Ensuite, il y a fibrinolyse. Coagulation, c'est l'étape où il y a consolidation et renforcement du thrombus blanc, donnant un thrombus rouge. Ensuite, il y a fibrinolyse. Donc, dans cette étape, on a vu qu'il y a un concept classique et nouveau concept, mais on va rester sur le concept classique. Donc on a deux voies, donc la voie exogène et endogène, et il y a la voie commune. Donc tout ce qui est en bleu, c'est la voie exogène, tout ce qui est en rouge, c'est la voie endogène, et en vert, c'est la voie commune. Donc, dans la voie exogène, principal intervenant, c'est le facteur 7. Dans la coagulation, il y a des intervenants qui sont les facteurs de la coagulation. Donc, dans la voie exogène, on a le facteur 7 qui est activé par le facteur tissulaire. Et dans la voie endogène, on a le facteur 12 qui va être activé par collagène, le KHPM, la précalécréine. Donc, ils vont activer le 12, donnant le 12 activé. Le 12 activé, surface kininium de haut poids moléculaire, donc ils vont activer le 11. Le 11 activé avec le calcium, il va activer le 9. Et avec donc le 9 activé, avec le 8 qui est un cofacteur, qui est activé par la thrombine. Donc voilà. Et avec le calcium, ce qu'on appelle le complexe ténase, 9 activé, phospholipides, facteur 8, et le calcium, c'est le complexe ténase. Ils vont activer le 10, comme le 7 avec le 20. Donc les deux voies, ils vont activer le 10. Il y a la courbe de Gosso, donc c'est le 7 qui va activer le 10 et à son tour, il va activer le 9. Donc, c'est des mécanismes qui sont intriqués. Pour simplifier les choses, il y a la voie exogène, voie endogène. Voie exogène va donner le 7 activé qui va activer le 10 et la voie endogène, elle va donner le complexe ténase qui est constitué de 9 activés, le 8 activé. Bien sûr, phospholipides et calcium sont toujours présents, donc c'est le complexe ténase qui va activer les 10. Donc, les deux voies vont activer le 10. Le 10 activé avec le phospholipide et le deuxième cofacteur qui est le 5 activé avec le calcium, vont former le complexe prothrombinase. Le complexe prothrombinase qui va transformer le 2, donc prothrombine, en thrombine, donc activation du 2, donc en thrombine activée. La thrombine, elle va donc transformer le fibrinogène donc en monomère de fibrine, ensuite en polymère instable de fibrine et avec le 13 activé, il va former le polymère stable de fibrine qui va consolider et renforcer le thrombus blanc et former le thrombus rouge. Donc voilà les étapes, un petit rappel sur la coagulation. Et pour explorer ces cascades, donc les deux cascades, donc les deux voies. Donc on a deux explorations qui sont TP, taux de prothrombine, et ou bien TQ c'est en seconde, et taux de prothrombine c'est en pourcentage. Donc c'est par rapport à un témoin de plasma. Et le TCA, c'est le temps de céphalène-kaolin, ou bien le TC4, temps de céphalène-kaolin, ça dépend ce qu'on utilise comme réactif. Donc, le TP, c'est le temps de coagulation d'un plasma qui est recalcifié en présence de thromboplastie tissulaire. Donc, on ramène du plasma qui est dans un tube
donc citraté, un tube citraté qui inhibe le calcium. On va recalcifier pour ramener du calcium et on va donner de la thromboplastique tissulaire qui est l'activateur. On remplace le facteur tissulaire par la thromboplastine tissulaire. Donc c'est pour activer, déclencher la cascade, la voie exogène. Donc on donne du facteur tissulaire et du calcium. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va donner? Donc c'est le temps de coagulation. Le temps de coagulation en présence de facteurs tissulaires et de calcium. Donc on va s'intéresser que de la voie exogène. Donc qu'est-ce qu'il va explorer le TP? Il va donner, donc les résultats vont être pour le TP exprimé en pourcentage, TQ c'est exprimé en secondes. Le taux normal il est entre 70 et 100%. Et pour le temps de Quick, il est exprimé en secondes. On a un témoin qui est normal et le patient ne doit pas être donc supérieur à 2 secondes. Ça dépasse 2 secondes et on aura une corrélation. Donc logiquement, le TP sera bas. Donc voilà pour le TP. Donc il va explorer la voie exogène et la voie qui vient après. Donc la voie également commune et la voie commune. Donc voilà, il explore donc la voie exogène qui est le principal acteur qui est le facteur 7 et la voie commune. Et le TCA, c'est le temps de coagulation d'un plasma recalcifié en présence d'un activateur. Ça dépend ce qu'on utilise, ce qu'on va utiliser comme activateur, comme céphaline ou un activateur kaolin, donc soit TCA. Donc voilà. Donc on utilise un activateur en présence de calcium et on va s'intéresser à la voie endogène. Donc elle va explorer TCA1. Ce qu'il faut retenir, la voie endogène exogène. TP explore la voie exogène, TCA explore la voie exogène. Le temps normal du TP est entre 70 et 100%. Le TCA c'est exprimé en secondes. Il est pathologique quand on a toujours un témoin qui est normal. On a toujours un témoin qui est normal, par exemple, qui est à 32 secondes. Si notre patient dépasse, vous ne pouvez pas interpréter un TCA ou bien un temps de Quick, donc sans qu'il y ait un témoin. Donc il faut toujours avoir un témoin pour interpréter le résultat surtout de TCA. Si on dépasse le témoin de 10 secondes, donc c'est pathologique, on va parler d'un TCA allongé. Donc TCA, puisqu'il explore la voie endogène, donc il explore le 12, le 11, le 9 et le 8. Et bien sûr la voie commune. Donc si on a un TP qui est pathologique et TCA normal, donc c'est la voie exogène qui est atteinte, c'est le facteur 7 exclusivement. D'accord? Si on a un TCA qui est allongé et TP qui est normal, donc c'est la voie endogène, c'est l'un des facteurs qui est pathologique, soit le 8, soit le 9, soit le 11, soit le 12. Si on a les deux qui sont pathologiques, donc c'est la voie commune qui est touchée. Donc si on a un TP et TCA allongé, donc c'est la voie commune qui est touchée. Ou bien la CIVT qui est une pathologie consommation de tous les facteurs. Mais donc voilà, on veut résumer l'hémostase et comment explorer l'hémostase. On va entamer le deuxième. Donc on a vu dans la vidéo précédente trouble de l'hémostase primaire. Maintenant on va voir trouble de l'hémostase secondaire qui est la coagulation. Et les principales, la pathologie la plus fréquente c'est l'hémophilie qui touche l'hémostase secondaire. Donc c'est pour ça on va s'intéresser qu'à l'hémophilie. Donc l'hémophilie c'est quoi? C'est un trouble congénital, il est héréditaire. De la coagulation, il peut toucher. Donc quels sont les facteurs anti-hémophiliques? Il y a le facteur A, hémophilie A, l'anti-hémophilique A, qui est le facteur 8. Il y a l'anti-hémophilique B, qui est le facteur 9. Donc,
Si ça touche le 8, on parle d'hémophilie A. Si ça touche le 9, c'est l'hémophilie B. La fréquence, donc l'hémophilie A, elle est plus fréquente que l'hémophilie B, donc de 85% par rapport à 15%. Donc la sévérité, il y a 3 niveaux. Elle est sévère, modérée, mineure. On va voir le taux de chaque niveau de sévérité. Donc sur le plan physiopathologique, donc c'est une pathologie du complexe ténase. On a vu que c'est ça le complexe ténase, c'est la dernière étape de la voie endogène. Donc il y a formation de complexe ténase qui est formé du 9 activé, du 8 activé, calcium et phospholipide, bien sûr, qui sont toujours quasi constants. Présents. Donc ça forme le complexe ténase, donc qui va activer le 10. Donc l'hémophilie, si ça touche soit le 9, soit le 8. Le 8, c'est le plus fréquent. Donc, il y a un problème de ténase. Donc, il n'y aura pas d'activation de 10. Et la principale voie qui va activer le 10, c'est la voie endogène. Parce que le 7, la voie endogène, va activer la voie commune en petite quantité. Elle va augmenter l'activation, amplifiée par l'activation de la voie endogène à son tour. Donc c'est pour ça qu'on parle. Il faut pas, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Donc c'est un problème de complexe de ténase. Donc il n'y aura pas de formation d'activation de 10. Il n'y aura pas une amplification. Donc, le processus de la coagulation, donc le saignement commence. Il y a la première étape de l'hémostase primaire, c'est la vasoconstriction. Il y a formation du clou plaquettaire. Ensuite, clou plaquettaire fragile. Ensuite, il va être consolidé et renforcé par la coagulation, formant le thrombus blanc. Donc, voilà l'hémostase qui est normale. Mais quand il y a un problème d'hémostase secondaire, donc il y a formation du clou plaquettaire, mais qui reste fragile à lui seul. Dans les petits vaisseaux, on peut arrêter le saignement. Mais dans les vaisseaux qui sont de calibre plus ou moins important, donc il n'y aura pas le clou plaquettaire, lui seul ne suffit pas de colmater la brèche. Donc il y aura la formation, il y aura le saignement qui va persister. Donc, ce clou ne va pas permettre de former un clou solide. Donc, il y aura toujours un saignement, ce qu'on appelle l'hémophilie. Quelques données épidémiologiques, on a vu que l'hémophilie A elle est plus fréquente que l'hémophilie B. La fréquence, elle est de une naissance sur 10 000. Et en Algérie, on a plus de 2362 hémophiles. Donc voilà, pour la transmission, ce qui est important, c'est un déficit donc, qui est héréditaire et c'est une mutation génétique liée au chromosome X, transmission gonosomique. Donc voilà, c'est lié à l'X. Qu'est-ce que ça veut dire quand c'est lié au sexe? Les récessifs liés au sexe. Donc, c'est-à-dire que l'hémophilie touche les garçons, ne touche pas les femmes. Et les mères et les sœurs sont conductrices. Puisque c'est récessif, il faut qu'il y ait les deux allèles qui sont touchés. Mais la femme, elle est XY et l'homme, il est X. L'homme, il est XY et la femme, elle est XX. Donc, si on a un X qui est touché, la femme, elle a l'autre X qui est normal. Donc, elle est conductrice, mais elle n'est pas malade. Il y a un déficit, mais qui est modéré, qui ne va pas se manifester cliniquement. Et chez l'homme, donc il y a XY, il n'y a pas un autre X. Donc, il y aura un déficit et l'expression de la maladie. Donc, le mode gonosomique, on aura des garçons qui sont touchés et malades, les mères et les sœurs sont conductrices. On a des mutations spontanées
qui sont possibles. C'est pour ça qu'on peut ne pas avoir des antécédents d'hémophilie. Donc, dans notre interrogatoire, généralement, on a des antécédents dans 70%. Le patient, quand il se présente pour trouver l'hémostase, on suspecte hémophilie. Généralement, dans 70%, on trouve des antécédents dans la famille d'hémophilie. Donc, et 30%, c'est des mutations de nouveau apparues chez la mère ou l'enfant. Donc, voilà, on schématise, c'est la femme, on a un père qui est hémophile. On a un père qui est hémophile. Donc, il va donner naissance à des filles qui sont conductrices. Donc, voilà, il va pas donner d'hémophile. Il ne va pas donner de garçon hémophile. Parce que le père, il donne le Y. Et la femme qui va donner le X. La mère, si elle n'est pas conductrice, donc si on n'a pas une mère conductrice, on n'aura pas d'enfants qui sont hémophiles. Mais si on a un père qui est hémophile, il donnera naissance à des filles qui sont conductrices. Avec une mère qui est conductrice, donc on a la probabilité d'avoir 25% d'hémophiles, probabilité de 25% d'enfants, un garçon sain, 25% de filles conductrices et 25% de filles non conductrices. Donc ça, c'est le mode de transmission de l'hémophilie. Pour le diagnostic de l'hémophilie. Donc, quelles sont les circonstances découvertes? D'abord, le saignement touche l'enfant. Donc ça, c'est la première notion. Et dans 70%, on a des antécédents familiaux d'hémorragie. Donc, il peut venir dans un cadre d'enquête familiale, ou bien il vient pour apparition d'échymoses dans la petite enfance, donc des échymoses. Donc, au moindre traumatisme, il y a des échymoses. Un saignement qui touche les articulations, les muscles, c'est des grands saignements. C'est en cas de soit spontané ou bien après un traumatisme. Surtout, il peut apparaître après circoncision ou bien amygdalectomie à l'enfance, donc pendant l'enfance. Donc voilà les circonstances découvertes. Donc le patient, il vient pour un syndrome hémorragique. Ce qu'il faut retenir, en cas d'atteinte de l'hémostase primaire, le saignement, il y a le type de saignement qui diffère. Le saignement de l'hémostase primaire, c'est un saignement qui est donc type pétéchie, des vébis et spontané. C'est des hémorragies cutanées qui sont spontanées ou bien hémorragies muqueuses. Mais dans l'hémostase secondaire, dans l'hémostase, la coagulation, si on a atteint l'hémostase et la coagulation, on aura surtout des hémorragies après un traumatisme. Donc ça, c'est important à connaître. Quels sont les types d'hémorragie? On a vu, en cas d'atteinte de l'hémostase primaire, c'est les hémorragies cutanées et muqueuses. Dans l'hémophilie, ou bien atteinte de l'hémostase secondaire, de la coagulation, le saignement le plus fréquent, c'est les hémarthroses. Donc, c'est-à-dire les articulations qui saignent, des articulations qui saignent dans 70% des cas. On va avoir une douleur avec picotement et raideur. Donc ça, c'est les signes cliniques. Un épanchement de sang dans l'articulation. Donc on aura douleur, picotement et raideur. Un gonflement palpable avec des signes locaux donc une chaleur et un gonflement. Ces hémarthroses, donc récidivent fréquemment. Donc les articulations les plus touchées, c'est la cheville, le genou et le coude. Ça, c'est les articulations les plus touchées. Si on a généralement les hémophiles, ils font par exemple, premier épisode d'hémarthrose, c'est au niveau de la cheville. Si il refait notre hémarthrose sur la cheville droite, on appelle ça articulation cible. Donc cette articulation, elle a fait beaucoup d'hémarthrose sur cette articulation, ce qu'on appelle l'articulation cible. L'articulation cible, c'est des hémarthroses récidivant au niveau de la même articulation.
Les grosses articulations sont atteintes et les plus fréquentes par ordre de fréquence. Donc, on a la cheville, genou, coude et genou. Donc, ça, c'est les plus genou, coude et poignet, cheville, c'est les plus fréquentes, plus ou moins hanches et les épaules. Les sièges, on a le deuxième type de saignement qui est les hématomes. Les hématomes. Donc, hématome, c'est un saignement donc, donc, saignement c'est pas l'échymose de petit diamètre, on va voir un placard avec collection de sang. Donc, voilà, c'est quoi l'hématome. Donc, les hématomes, il y a des hématomes qui peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel. Il y a d'autres qui mettent en jeu le pronostic vital. Si on a un hématome au niveau du crâne, donc c'est le pronostic vital qui est mis en jeu. Au niveau du cou, donc les risques d'asphyxie, plancher de la langue et orbitaire, donc ça c'est des hématomes qui mettent en jeu le pronostic vital. Il y a d'autres saignements qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel comme le psoas iliaque, psoas iliaque qui peuvent mimer donc un abdomen chirurgical ou bien donc ces douleurs, la loge postérieure postéro-supérieure et la loge postérieure profonde de la jambe. Donc, elle va entraver la mobilité du patient. Les muscles fléchisseurs de l'avant-bras, donc on aura une raideur. Donc voilà, l'articulation, c'est surtout le pronostic fonctionnel qui est mis en jeu. Et les hématomes, il y a qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel, donc l'immobilité, elle va confiner le patient au lit, etc. Mais il y a d'autres qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Les hémorragies majeures, c'est intracrânien et digestif 5 à 10%. Donc ça, c'est principal manifestation hémorragique chez l'hémophile, c'est les hémarthroses et les hématomes. Donc voilà, hémarthrose qui est chronique, ça c'est l'hématome. Radiologiquement, donc on donne les mensurations de l'hématome. Donc toutes les articulations, surtout les grosses articulations qui peuvent être touchées. Donc voilà les manifestations cliniques de l'hémophilie. Donc on a vu l'interrogatoire, les circonstances découvertes. Et on a vu les manifestations cliniques. Donc, pour confirmer le diagnostic, donc l'hémostase primaire, elle n'est pas touchée. Donc, taux de plaquette est normal. Si on fait un temps de saignement, il est normal. Donc, tout est normal. On va explorer l'hémostase secondaire, la coagulation. Les deux paramètres qui peuvent explorer la coagulation, c'est le TP qui vont orienter. C'est des paramètres d'orientation. C'est le bilan d'hémostase. TP et TCA. Donc, voilà. Le TP, il explore la voie endogène exogène, donc il sera normal. Donc on aura un taux de céphaline activé. Donc le TCA qui est le temps de céphaline activé qui est allongé. Donc il est allongé, c'est-à-dire un temps qui dépasse 10 secondes par rapport au témoin. Donc, par exemple, si on a un témoin à 32, l'hémophile, il est à 50, il est à 60, donc il est allongé, très allongé. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a un TCA allongé. Donc, c'est la voie endogène qui est touchée. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Un TCA allongé, c'est l'atteinte des facteurs de la voie et un TP normal. Donc, c'est l'atteinte de la facteur de la coagulation de la voie endogène. Donc, le 12, le 11, le 9 ou bien le 8. Les plus fréquents, c'est le 8 et le 9. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un dosage du facteur. Donc, on fait un dosage du facteur. On fait un dosage du facteur 8. Et comme ça, dosage du facteur pour poser le diagnostic, préciser. Donc, l'intérêt du dosage, bien sûr, pour des raisons économiques, on commence par le dosage du facteur 8 parce qu'il est plus fréquent. Ensuite, si il est normal, on passe au facteur 9. Donc, il permet de poser le diagnostic, le dosage. Il permet de préciser et donner le taux, donc préciser le type et la sévérité de l'hémophilie et pour faire le suivi d'un traitement. Donc, voilà pour poser le diagnostic. Les types, on a hémophilie sévère qui est inférieure à 1%. Hémophilie modérée, c'est 1 à 5%.
du taux normal. Hémophilie minime ou légère, c'est entre 5, mais toujours inférieur à 40% du taux normal. Donc ça, c'est le sévère ou grave saignement spontané dans les articulations ou les muscles. Il est vraiment, mais il touche les grosses articulations et les muscles, donc c'est les hémarthroses et les hématomes. D'accord? Hémophilie modérée, c'est pas vraiment spontané, c'est vraiment lors d'un traumatisme mineur ou intervention chirurgicale. Lors d'un traumatisme majeur, c'est les hémophilies minimes. Donc voilà les différents types de l'hémophilie. Pour poser le diagnostic, donc on a vu un garçon, ça touche les garçons, antécédents familiaux. On a soit saignement spontané avec suite à un traumatisme minime, échymose tôt l'enfance apprentissage ou lors de l'apprentissage de la marche. On a des hémarthroses, donc saignement caractéristique. Donc le saignement caractéristique de l'hémostase ou de la coagulation, c'est les hémarthroses et les hématomes. Quand c'est très sévère, ça, spontanément, les articulations saignent. Mais quand c'est mineur, il faut qu'il y ait la notion de traumatisme, même mineur. On a la notion de traumatisme. Il faut se rappeler de ça. Donc, quand il y a la notion de microtraumatisme, traumatisme mineur, donc ça oriente vers l'atteinte de la coagulation. Mais quand le taux il est vraiment sévère, même on peut avoir saignement spontané. Mais généralement, on a un traumatisme qui est minime. Les autres saignements, donc antécédents familiaux, on fait le bilan d'hémostase d'orientation, donc on a deux paramètres, soit le taux de prothrombine, donc le TP, et on a le TCA. TP ou bien TQ, il explore la voie exogène, essentiellement le 7, et le TCA, le temps de céphaline activé, ou bien TCK, céphaline kaolin, donc ça dépend de l'activateur céphaline ou bien ça dépend de l'activateur qu'on utilise. Si le TCA explore la voie endogène. Si le TCA il est allongé, donc on fait un dosage du facteur de la voie endogène. On a le 12, le 11, le 9 et le 8. Et par ordre de fréquence, l'atteinte la plus fréquente, c'est le facteur l'hémophilie. Donc, et dans l'hémophilie, on a le facteur 8 plus fréquent que le 9. Donc on commence par le dosage du 8, ensuite du 9. Donc, question de bon sens, c'est tout. Donc, on va voir. Et puis, si on a une famille qui est atteinte d'hémophilie A, sûrement on va avoir un déficit en facteur 8. Si on a une famille qui est atteinte d'hémophilie B, donc on va avoir atteinte déficit en facteur 9. Donc, ça, c'est orientation clinico-biologique. Les conséquences et les complications de l'hémophilie. Donc, on a de l'hémarthrose. Donc, il y a les conséquences de l'hémarthrose. Donc, il y a les conséquences aiguës. Donc, elle va confiner le patient au lit, la douleur, l'inflammation, il y a un saignement, donc il y a spoliation sanguine, il y a risque d'anémie, etc. Donc, ça. Mais au long cours, ce qu'on appelle l'installation d'arthropathie. Donc, il y a au début l'inflammation de la synoviale, ensuite changement osteo-cartilagineux progressif et irréversible. Il y a l'hyperémie de la synoviale, récidive de l'hémarthrose sur la même articulation, ce qu'on appelle les articulations cibles. On aura un dommage articulaire, puisque un dommage articulaire, ce membre il va être immobilisé, du coup il y aura une atrophie musculaire et perte du mouvement. Donc, et l'installation de l'arthropathie hémophilique. Donc ça, c'est les différentes étapes que passe par... Donc on a des hémarthroses qui sont récidivants, donc il y a le saignement. Ensuite, au fil du temps, il y a l'inflammation et l'épaississement de la membrane synoviale. Quand il y a récidive du saignement, donc il y aura l'installation de l'arthropathie avec suite à l'altération du cartilage. Il y a du fer qui va se... Donc voilà. Donc saignement, c'est la destruction cartilagineuse et de la synoviale. Donc l'installation de l'arthropathie, c'est la complication la plus fréquente chez les hémophiles, c'est les arthropathies. Donc surtout quand les saignements se récidivent.
on a une articulation cible. Toute articulation cible, il y a l'installation d'une arthropathie hémophilique. Cette arthropathie, elle va donner donc destruction de l'articulation, diminution du mouvement et surtout l'atrophie musculaire. L'atrophie musculaire. Complications donc de l'hémophilie, les antifacteurs ou bien les inhibiteurs de des facteurs. Donc quand on donne, on supplémente, surtout par les facteurs plasmatiques ou bien par des transfusions de PFC. Donc il y a développement de ce qu'on appelle des inhibiteurs, des antifacteurs hémophilique. Donc, c'est des auto-anticorps. Le corps, tellement il reçoit de facteurs, il va s'immuniser contre ces facteurs. Donc, il y a développement ce qu'on appelle des anticorps dirigés contre ces facteurs, qui neutralisent les facteurs de la coagulation. Quand est-ce qu'on suspecte? Donc, ça, c'est parmi les complications. Donc, la première complication due au saignement. Donc, c'est les hémarthroses, ensuite les hémopathies, surtout dans les articulations cibles. Deuxième complication, c'est l'apparition des inhibiteurs. Donc, quand est-ce qu'on suspecte qu'il y a développement des inhibiteurs? Quand il n'y a pas, on donne, donc cliniquement, il a un saignement, on donne le facteur qu'il a l'habitude de recevoir, il ne répond pas, il y a toujours le saignement. Donc, on suspecte qu'il y a un anticorps qui neutralise ce facteur. Quand la récupération et la demi-vie du facteur injecté diminue considérablement. Donc, on va parler d'un inhibiteur. Et il y a deux types on va parler, donc quand on suspecte qu'il y a un anticoagulant, on va rechercher des anticorps. C'est par la méthode de Bethesda. Si on a un titre d'anticorps qui est inférieur à 5 unités de Bethesda, on va parler de faible répondeur. Donc le titre n'est pas trop important. D'accord? Donc on va parler de faible répondeur. Si on a un titre qui est supérieur à 5 ou égal à 5 unités de Bethesda, c'est les forts répondeurs. Pardon. Donc, si on a un titre qui est supérieur ou égal à 5 unités Bethesda, c'est les forts répondeurs. Et c'est la complication la plus grave chez les hémophiles. Donc, parce que ça nous embête, hein, ça va nous gêner dans la prise en charge thérapeutique. Donc, voilà ce qu'on appelle l'apparition des inhibiteurs. Il y a d'autres complications, puisqu'on va transfuser parfois on transfuse du produit sanguin, donc on a le risque de transmission virale, VIH, les hépatites, etc. Il y a un saignement, donc il y a le risque d'anémie par spoliation sanguine, et il y a, à force de transfuser, il y aura une immunisation dans les autres groupes, donc on aura apparition d'agglutinine irrégulière. Donc, voilà les différentes complications de l'hémophilie. Le diagnostic différentiel. Donc, le diagnostic différentiel, on va faire la différence avec les autres troubles de l'hémostase qui touchent la voie exogène. Donc, on a un TCIA qui est allongé avec un syndrome hémorragique. Le premier diagnostic différentiel, c'est la maladie de von Willebrand. On a vu dans le cours précédent, donc qui parle de l'hémostase primaire, que les intervenants, on a les plaquettes, on a le fibrinogène, on a la paroi vasculaire et on a le facteur de von Willebrand. Qu'est-ce qu'on a dit sur le facteur de von Willebrand? Que c'est une protéine qui est synthétisée par les mégakaryocytes et par les cellules endothéliales. Leur rôle, c'est premièrement l'adhésion, c'est-à-dire elle forme un pont entre le sous-endothélium et les plaquettes, donc c'est l'adhésion plaquettaire, c'est le premier rôle, le rôle principal grâce au GP1B. Donc voilà. Le deuxième rôle, il a un rôle protecteur du facteur 8. Il a
et il protège le facteur 8 donc de la dégradation. Donc voilà, il est un protecteur du facteur 8. C'est une maladie. Donc si on a un déficit en facteur de von Willebrand, on aura un TCA qui est allongé. Donc c'est le premier diagnostic différentiel avec l'hémophilie. Mais ce qu'il faut savoir, puisque ça touche l'hémostase primaire. Donc déjà, il faut dire que c'est une maladie à transmission autosomale récessive. Donc ça touche pas que les garçons, ça touche les filles et les garçons. Et ça touche beaucoup plus le sexe féminin. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier point qui nous permet de faire la différence. On va voir que dans les antécédents familiaux, il n'y a pas que les garçons qui sont touchés, il y a les femmes qui sont touchées également. Donc il y a des antécédents, une tante, etc. Donc ça nous oriente vers la maladie de von Willebrand. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le type d'hémorragie qui n'est pas le même. Dans l'hémophilie, on a les hémarthroses et les hématomes, et généralement, il y a un microtraumatisme. Mais dans l'hémostase primaire, donc c'est des hémorragies cutanéo-muqueuses. Donc c'est des purpura péticiales, des ecchymoses et des hémorragies muqueuses, des métrorragies, minorragies. Donc voilà. Donc donc on aura le saignement qui n'est pas pareil. Donc c'est des hémorragies muqueuses. Et von Willebrand, ça touche surtout les muqueuses. Surtout une femme avec des métrorragies, on suspecte le facteur de von Willebrand. Et on a sur le plan exploration, donc la quête est normale, donc on explore l'hémostase primaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un temps de saignement. Le temps de saignement dans la maladie de von Willebrand, il est allongé. Alors que dans l'hémophilie, il est normal. Et ici allongé parce que le facteur de von Willebrand protège le facteur 8. Donc, on aura un TCA qui est allongé, surtout dans les formes sévères de facteurs déficit, dans les formes sévères de la maladie de von Willebrand. Donc, voilà. Et pour permettre de faire le diagnostic et éliminer, c'est après le dosage facteur 8 et le facteur de von Willebrand. Le facteur de 8 dans l'hémophilie, il est effondré, donc inférieur à 1. Par contre, dans le facteur de von Willebrand, il n'est pas aussi effondré. Et également, le facteur de von Willebrand, il est bas dans le maladie de von Willebrand, il est normal dans l'hémophilie. Donc, voilà pour faire la différence. Et en cas de TCA allongé, c'est les autres déficits. On a le déficit en facteur 11 qui est également, donc c'est la voie endogène. On a le 12, on a le 11, on a le... Donc s'il y a atteinte des autres facteurs, surtout le facteur 11, mais transmission est autosomale. Et il y a l'hémophilie acquise. L'hémophilie acquise, c'est surtout ça touche les sujets âgés. Il y a des personnes qui développent, comme le PTI thrombopénie immunologique, des auto-anticorps qui sont dirigés contre le facteur 8. Donc voilà, on aura ce qu'on appelle l'hémophilie acquise. C'est pas congénital. Il n'y a aucun antécédent et ça touche les sujets âgés. Donc sûrement c'est pas congénital. Donc c'est l'hémophilie acquise. On va doser des anticorps circulants. Donc ça c'est, je voulais pas détailler ça. On fait le test de correction. C'est un mélange d'un pool de plasma normal et plasma d'un patient. Donc voilà, aideront à définir le temps de coagulation TCA allongé. Déficit en facteur ou à des anticoagulants. Si on rajoute du plasma qui est normal, donc normalement TCA chez l'hémophile, il va se normaliser. Mais si on a des ACC, des anticorps, donc il ne va pas se corriger, donc il y a des anticorps circulants. Donc voilà, c'est le test de correction de TCA. En rajoutant de plasma normal qui contient du facteur 8C, il est corrigé, donc hémophilie sans ACC. Si il n'est pas corrigé, c'est sujet âgé, donc il y a des ACC circulants. Donc voilà pour le diagnostic différentiel. Et on a le déficit en facteur
12. Donc, quels sont les facteurs de la voie exogène? On revient sur ça toujours. Donc, on a le facteur 12, facteur 11, on a le facteur 8 et le facteur 9. Facteur 8, 9, on en a parlé. C'est bon. Pour faire la différence avec le facteur 11 autosomal récessif, et c'est rare par rapport à l'hémophilie. Et on a ce qu'on appelle le facteur 12, il n'est pas hémorragique, il ne se manifeste pas par un syndrome hémorragique. Voilà pour les diagnostics différentiels. C'est surtout la maladie de Van Willebrand. Van Willebrand, c'est on a un temps de saignement qui est allongé, un TCA qui est allongé. Pour le traitement, c'est le chapitre le plus important dans l'hémophilie. Le traitement, d'abord, il y a les mesures générales. Il y a l'établissement de cartes d'hémophilie. Donc, carnet de santé, on va mentionner le nom, le prénom, le type de déficit, c'est hémophilie A, hémophilie B, le degré, le dosage du facteur, est-ce qu'il a des ACC ou non. Il faut mentionner les différentes consultations, combien il a fait des marthroses, est-ce qu'il est sous traitement ou non, quel type de traitement, la fréquence des injections, est-ce qu'il est sous prophylaxie. Donc, carte d'hémophilie, un carnet qui contient le détail de toute sa pathologie. Éducation du patient parce que c'est une pathologie qui va toucher non seulement l'enfant, mais tout l'entourage. D'accord? Donc, il faut une éducation, parler des gestes à éviter. Il faut éviter tout ce qui est les injections intramusculaires, les plâtres circulaires et l'immobilisation prolongée, la prise de température intrarectale, la prise de l'aspirine, les INS, les sports violents. Il faut éviter les sports violents comme le football, le karaté, les anesthésies tronculaires, la chirurgie dentaire, les gestes invasifs. Donc, il faut informer le patient et l'entourage de toutes les complications. Il faut informer des détails de la pathologie. Il faut leur donner une liste exhaustive sur les gestes à éviter, en lui expliquant que c'est une pathologie qui est très hémorragique et qui peut mettre, et on a le pronostic non seulement fonctionnel, mais le pronostic vital qui est mis en jeu en cas d'hématome. Donc voilà. Et connaître les gestes à recommander et à indiquer comme la vaccination sous-cutanée, l'hygiène bucco-dentaire pour éviter les caries dentaires et les anesthésies et chirurgie dentaire, la scolarisation, natation. Donc voilà une éducation donc du patient et de son entourage. Le principe du traitement. L'hémophilie, c'est un déficit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supplémenter. C'est un traitement substitutif. Donc, voilà, chez l'hémophile. Donc, on a des hémophiles qui n'ont pas développé des inhibiteurs. Ça, c'est très important parce que l'antise de la prise en charge de l'hémophilie, c'est les ACC, les anticorps circulants. Si on n'a pas d'anticorps circulants, on est tranquille. Donc, on va supplémenter par des facteurs standards et le traitement de choix. Il y a plusieurs traitements. Donc, si on est dans une structure, on ne dispose pas de facteurs. Donc, il y a ce qu'on appelle les plasmas frais congelés, PFC. C'est du plasma. Donc, on a dit que le plasma, le sang est constitué de, quand on transfuse, il y a le culot globulaire, il y a les plaquettes, ça c'est les éléments figurés du sang, et il y a le plasma frais congelé. Ça, en détail, il y a plus de détails dans le cours de transfusion. Il y a le plasma frais congelé qui contient les facteurs de coagulation. En cas le patient il vient en urgence, on n'a pas de facteur au niveau de notre structure. Donc on va transfuser par des plasmas frais congelés. D'accord? Là, il y a le risque d'immunisation, il y a le risque de transmission virale, donc d'infection virale, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transfusion. Et on a la substitution par les facteurs. Et c'est le traitement de choix.
c'est des concentrés de facteurs, soit de facteur 8, soit de facteur 9. Et il y a les facteurs d'origine plasmatique et il y a des facteurs recombinants. Donc voilà les deux types de facteurs. Si on parle de facteur 8, le type soit recombinant comme l'Advait, comme le Coginate, c'est un nouveau 8 depuis 2010. Donc, on a l'Advait, Coginate et nouveau 8. Et pour les plasmatiques, on a essentiellement Luminate. La demi-vie des facteurs 8, c'est de 8 à 12. Pourquoi on parle de demi-vie? Pourquoi la fréquence d'injection? Donc, on va injecter du facteur en urgence chaque 8 heures. Ensuite, on peut espacer jusqu'à 12 heures. Donc, voilà le principe et l'intérêt de la demi-vie. Le principe du traitement. Donc, si on donne une unité par kilo de poids moléculaire en IV, elle va augmenter le facteur 8 de 2%. Si le patient, par exemple, il a un facteur 8 à 1, à 1%. On veut, par exemple, non, on veut augmenter, notre objectif, c'est d'augmenter le facteur, par exemple, à 40%. On veut augmenter à 40%. On a dit que une unité augmente 2%. D'accord? On a besoin de 40%. Donc 40 fois 1 divisé par 2, c'est 20. Donc on doit donner 20 unités par kilo. S'il pèse 10 kg, donc on va donner 200 unités. On va injecter 200 unités. Donc ça, c'est le principe du traitement. Pour le facteur 9, on a également la demi-vie, elle est plus longue, donc 12 à 24 heures. Donc la fréquence, là, on va donner, par exemple, si on veut augmenter à 40 chez un enfant de 10 kg, on a dit qu'il faut donner 200 chaque 8 heures. Si l'hémorragie, elle est aiguë, ensuite on peut espacer chaque 12 heures. Et pour le 9, si on a besoin d'augmenter à 40%, parce qu'une unité, elle va augmenter de 1%. Donc, on doit donner 40 unités par kilo. Chez un patient de 10 kg, on doit injecter 400 unités chaque 12 heures. Ensuite, on peut espacer 24. Donc, également, il y a tout ce qui est plasmatique. Il y a le recombinant plasmatique comme luminine. Et pour recombinant, on a le bénéfice. Il y a différentes posologies. Donc ça, c'est les concentrés de facteurs. Si le patient développe un inhibiteur, c'est ça le problème. Si on n'a pas d'inhibiteur, donc on peut donner du facteur 8, on peut donner du facteur 9. Si le patient a un inhibiteur, c'est ça le problème. C'est là où réside le problème. On a les faibles répondeurs, c'est-à-dire inférieurs à 5 unités de bêta. Les patients peuvent répondre à des doses beaucoup plus importantes. Donc, puisque le titre n'est pas important, on peut augmenter les doses. Au lieu de donner, par exemple, pour un patient 200, on donne 400. Donc, on double les doses, on augmente les doses. Donc, il y a des schémas pour ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des schémas et des algorithmes bien définis pour ça. Donc, on peut augmenter les doses pour arrêter le saignement. Pour les forts répondeurs, le facteur de remplacement, donc c'est ça, faible répondeur, on peut donner facteur de remplacement adéquat à une dose beaucoup plus importante. Pour les forts répondeurs, le facteur de remplacement n'est pas efficace et inefficace. Donc on doit passer de ce qu'on appelle les agents bypassants. Quels sont les agents bypassants? Donc si on revient, donc voilà, donc soit on donne du facteur 7, donc on va court-circuiter cette chaîne. Donc soit on donne du facteur 7, soit on donne ce complexe prothrombique. Donc, et les deux agents bypassants, on a le facteur 7 recombinant ou bien le Novo 7 et on a ce qu'on appelle
le concentré prothrombinique, le PCCA, PPVL, pouvant être d'origine recombinante ou plasmatique. Donc, voilà ce qu'on appelle le traitement chez les patients qui ont un inhibiteur. Il y a ce qu'on appelle l'induction de la tolérance immune, c'est-à-dire on va neutraliser les auto-anticorps, surtout chez faibles répondeurs, par des doses plus importantes afin de neutraliser et éradiquer les inhibiteurs. Donc, voilà. Donc, les agents, on revient en cas d'inhibiteur, c'est l'algorithme traitement suite développement d'inhibiteur. Donc, on a les répondeurs forts quand il est supérieur ou égal à 5 unités bêta et les faibles répondeurs, c'est 5 unités bêta. 5 unités bêta, donc faible répondeur, on va augmenter les doses. Donc, on va augmenter les doses. Et ça peut donner de bons résultats. C'est les forts répondeurs, donc on doit donner des agents bypassants parce que si on augmente les doses, ça sera inefficace. On peut faire ce qu'on appelle l'induction de la tolérance immune, c'est-à-dire éradiquer les auto-anticorps. Par exemple, on va donner des doses importantes du facteur pour éradiquer les auto-anticorps. Donc, voilà ce qu'on appelle l'induction de la tolérance immune. Mais généralement, les répondeurs forts, on passe directement aux agents bypassants. Les faibles répondeurs, on tente de faire des doses plus importantes. C'est ça ce qu'il faut se rappeler de ça. Et l'induction, c'est de donner des doses très importantes afin d'éradiquer les ACC. Donc, les agents bypassants, on a deux. Le facteur 7 pour court-circuiter, éviter la voie exogène. On va aller directement à la voie exogène, éviter la voie endogène. Donc, c'est le nouveau 7. La dose, elle est de 90 microgrammes par kilo, 2 à 3 heures pour obtenir l'hémostase, puis espacé 4, 6, 8 ou 12 heures. Le traitement dépend de la sévérité de l'hémorragie. Et le FAIBA, donc c'est ça le complexe prothrombinique, concentré de complexe prothrombinique. Donc, il contient le complexe prothrombinique. Donc, voilà le complexe prothrombinique. Donc, la posologie, elle est de 50 à 100 unités par kilo chaque 12 à 24 heures. Donc, voilà les différents traitements. Donc, on a vu on peut donner des transfusions, on peut donner, donc c'est ça le traitement substitué, ou bien des facteurs 8. S'il n'y a pas d'inhibiteur, s'il y a inhibiteur, soit faible, soit fort. Faible, on peut tenter des doses plus importantes. Les forts, il y a les agents, ce qu'on appelle les agents bypassants. Donc, on va éviter les facteurs 8 et les facteurs 9. On va donner des d'autres facteurs qui vont agir sur la coagulation. On a le 9-7, il y a le complexe prothrombinique activé et essentiellement on a le FAIPA. Donc voilà, on peut résumer. En cas d'inhibiteur, c'est ça le problème. En cas faible répondeur, donc on augmente les doses. Fort répondeur, on passe directement aux agents bypassants. Et il y a l'induction de la tolérance immune. On essaie d'éradiquer les ACC par des doses plus importantes. Pour le principe du traitement, donc ça, ce qu'on appelle le traitement substitutif. Il y a le traitement adjuvant. Par exemple, si le patient a des douleurs, il faut les antalgiques par palier. Il y a les mesures générales. On va voir après les autres traitements. Donc ça, on va terminer le traitement surtout substitutif, donc le traitement d'urgence. Si on a le principe et la dose, si on a un saignement modéré, on doit avoir un taux qui est aux alentours de 30 à 40%. Si le patient il vient avec un saignement modéré, par exemple un petit hématome ou bien hémarthrose n'est pas très important, donc on vise 40%. Donc on a dit que le principe facteur 8, une unité, elle va augmenter 2, et pour le facteur 9, une unité, elle va augmenter 2. On fait la règle de 3. Si on a un saignement qui est sévère, donc
hématome du psoas, ou bien qui est très douloureux, il est volumineux. Si on a par exemple une grosse articulation qui est touchée avec une arthrose genou qui est très augmenté, très douloureux, donc un saignement qui est très important, donc sévère, on vise un taux de facteur 8 de 50 jusqu'à 60%. Si on a un saignement qui met en jeu le pronostic vital, un saignement intracrânien, un traumatisme crânien, il faut viser jusqu'à 100%, 80 à 90%. Donc, voilà le principe du traitement. Si on a des hémarthroses, donc c'est 40 à 60%. La durée, c'est 1 à 2 jours, le plus longtemps, donc jusqu'à arrêt du saignement. Ensuite, on va espacer. Les hématomes, c'est 40 à 60%. Également, la durée de vie, elle est de 2-3 jours. Si on a muscle psoas, donc c'est un saignement ou iliaque, donc saignement qui est très important, donc qui peut mettre en jeu le pronostic vital et fonctionnel, donc 80 à 100%. Les hématomes, système nerveux central, donc 80 à 100%. Donc voilà, c'est pas donc en cas de préparation un geste qui est très hémorragique 80 à 60. Par exemple si on a un geste qui est minime, par exemple extraction dentaire, donc 50%, 40%, donc on n'augmente pas. Donc voilà, il y a donc des tableaux, plusieurs tableaux donc qui expliquent et donnent les taux de chaque acte, de chaque type hémorragique, mais il faut retenir surtout le principe qui est en cas de saignement modéré, c'est visé 30 à 40%, saignement sévère 50 à 60%, saignement qui met en jeu le pronostic vital, c'est 80 à 90%. Donc ça, c'est le principe du traitement. Il y a traitement de l'hémarthrose. Par exemple, l'hémarthrose, on a une douleur. Donc, il y a les principes de Rice. C'est quoi le principe de Rice? Ça, c'est une mesure générale. Chez tout enfant avec hémarthrose, il vient en urgence. Donc, le repos, on met la jambe au repos. L'immobilisation euh, et on met de la glace, donc glace pour contracter les vaisseaux et provoquer la vasoconstriction et ralentir le débit sanguin. Compression pour faire de l'hémostase mécanique et l'élévation surélevée la jambe. Donc ça, c'est le principe de Rice. C'est le traitement, c'est une mesure générale. Donc, principe de Rice, administrer le facteur à éviter la ponction. La ponction, c'est à éviter. Ensuite, on supplémente, on surveille, etc. Et on a un risque de récidive, donc c'est l'articulation cible. Et il y a le stade de l'arthropathie. C'est l'installation de l'arthropathie, le traitement, il va être chirurgical. C'est la synovioorthèse, la synovectomie, l'arthrodèse, la prothèse, etc. On peut aller jusqu'à la prothèse du genou ou bien d'une autre articulation. S'il y a l'installation s'il y a installation de l'arthropathie. Il faut surtout supplémenter le patient et la levée précoce pour éviter l'installation et la rééducation. Rééducation, levée précoce. Rééducation, levée précoce. Et il faut qu'il y ait une prise en charge multidisciplinaire. Il faut qu'il y ait des rééducateurs qui savent manipuler un hémophile. Parce qu'il y a des rééducateurs qui sont spécialisés dans l'hémophilie. Ils connaissent c'est quoi l'hémarthrose, l'hématome. Donc, ils vont faire attention. Ils savent comment rééduquer ce genre ces patients. Donc, voilà, il faut qu'il y ait une équipe. Par exemple, c'est pour la chirurgie. Il faut qu'il y ait des CCIistes et des orthopédistes qui sont spécialisés dans l'hémophilie. Il faut qu'il y ait des psychologues parce que il faut qu'il y ait des dentistes qui savent soigner un hémophile. Donc la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Il faut qu'il y ait des équipes qui sont spécialisées dans l'hémophilie. Donc voilà, et des infirmiers qui savent gérer les hémophiles, un personnel paramédical et médical qualifié pour prise en charge optimale d'un hémophile. Donc voilà pour l'hémarthrose, pour l'hématome également, il y a repos à terre, poche de glace, compression, surélévation et antalgique supplémenté et effectuer donc plusieurs injections
pour éviter pour arrêter le saignement, éviter d'autres saignements. Donc voilà le principe de traitement. Donc il y a le traitement symptomatique, tout ce qui est RICE, tout ce qui est mesure générale, tout ce qui est éducation, tout ce qui est... Donc voilà, et il y a le traitement substitutif, soit avec transfusion, soit le traitement optimal, c'est les facteurs. Sans inhibiteur, il n'y a pas de problème, on a vu le traitement, comment on les dose. Et en cas d'inhibiteur, il y a les autres. Il y a le faible répondeur, donc on peut augmenter les doses, les forts répondeurs, donc on va passer aux agents bypass. Donc voilà, et il y a l'induction tolérance immune, c'est éradiquer les ACC par des éradiquer les ACC par des fortes doses de facteurs. On essaie d'éradiquer les ACC, les anticorps circulants. Donc les anticorps antifacteurs. Donc voilà pour le traitement. Traitement de l'immaturé, c'est on doit, si le patient il vient pour immaturer, donc on doit commencer le traitement substitutif parce que si on donne le traitement substitutif, il y aura de formation de caillots. Il y aura un caillotage. Donc, création de caillots de sang. Donc, il faut débuter par une hyperhydratation, des antibiotiques. Si persistance 48 à 72 heures d'hématurie, il faut rechercher une cause locale et débuter la substitution. Le taux il est entre 50% chez l'hémophilie A, 40% chez l'hémophilie B. Il y a d'autres, par exemple, on peut faire une circoncision. Il y a un schéma de substitution et la chirurgie, elle doit obéir à des étapes. Par exemple, le pansement, il faut toujours humidifier pour ne pas arracher le caillou et comme ça, on va provoquer un saignement. Donc, il faut substituer avant et après et poursuivre la substitution jusqu'à cicatrisation. Donc, ça, c'est pour la circoncision. Donc, tout ça, il y a le guide de l'hémophilie nationale donc, qui nous dit les différents protocoles dans chaque geste opératoire, donc il suffit qu'il faut qu'il y ait des structures qui sont spécialisées pour ça, substitution, mais en cas d'urgence, voilà ce qu'il faut faire. Il faut substituer les mesures générales, substituer un facteur si il est disponible. S'il ne répond pas, donc on suspecte les ACC et on a vu la conduite à tenir. Donc ça, c'est les points les plus importants. Et il y a ce qu'on appelle, ça c'est le traitement en cas d'urgence, il y a la prophylaxie. La prophylaxie, c'est administrer le facteur en dehors de tout syndrome hémorragique. Il y a différents types de prophylaxie et elles visent, donc par exemple, on a 3 types de prophylaxie. Il y a la prophylaxie primaire qui est continue et régulière avant toute hémarthrose. Chez le tout jeune patient, le but étant de prévenir les hémarthroses pour qu'il n'y ait pas d'hémarthrose. Donc, avant toute hémarthrose, donc on commence les prophylaxies. Parce qu'on sait que l'enfant, il marche, donc il est en apprentissage de la marche, etc. Donc, il est sujet à des traumatismes multiples. Il peut faire des gestes invasifs. Donc, on va supplémenter comme ça, on va le protéger contre les hémarthroses. Et ça lui permet de faire des activités sportives, ça lui permet de ne pas être... donc, il va s'ouvrir à la société plus facilement. Donc, ça, c'est le premier type de prophylaxie. Prophylaxie secondaire, on la débute si le patient a fait une hémarthrose. Donc, le but de ce type de prophylaxie pour éviter le développement de l'arthropathie chronique, pour ne pas aller à l'arthropathie chronique. Et le troisième, c'est type tertiaire, c'est après développement d'une arthropathie. Donc, on commence la prophylaxie pour éviter qu'il y ait d'autres arthropathies. Donc, donc on dit que la prophylaxie a
améliorer considérablement la qualité de vie des hémophiles. Il y a des schémas, donc schémas selon le protocole national qui sont fixés, donc combien on donne, la dose, l'intervalle, etc. Donc la prophylaxie peut être intermittente en période de rééducation, préparation chirurgie orthopédique, etc. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire sur l'hémophilie. J'espère que ça a été donc on a vu l'hémostase primaire et la principale pathologie de l'hémostase primaire qui est la thrombopénie, surtout le PTI, thrombopénie auto-immune idiopathique. Et on a vu également la coagulation et la principale pathologie de la coagulation qui est l'hémophilie. J'espère que ça a été clair et que ça a été bénéfique. Je vous souhaite bon courage et ça haftorkum, ça harmdankum, Inch'Allah.